Les Brésiliens appelés aux urnes ce dimanche pour choisir un président parmi 11 candidats. De grandes figures politiques s'opposent, le président sortant d'extrême droite Bolsonaro et le candidat de gauche Lula. L'Indonésie en deuil après un mouvement de foule à l'issue d'un match de football. Bilan, 125 morts. Les représentations diplomatiques et culturelles de la France ont été vandalisées au Burkina Faso après un nouveau coup d'État militaire. Les putschistes ont lancé un appel au calme. Le jeune Finlandais Kalle Rovanperä a battu un record de précocité en devenant champion du monde des rallyes à seulement 22 ans. Un dimanche d'élection au Brésil où deux visions diamétralement opposées du pays et de la politique sont en lice pour la présidence. Avec une campagne agressive, beaucoup s'inquiètent de la réaction du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro au résultat, alors que son rival Luiz Inácio Lula da Silva est donné favori. Lors de son vote à Rio de Janeiro, vêtu du maillot de l'équipe nationale de football, le président sortant a déclaré « Si les élections sont propres, aucun problème, que le meilleur gagne ». Les élections brésiliennes, qui appellent 156 millions de personnes aux urnes, sont organisées par vote électronique. Ce système est considéré fiable, mais régulièrement attaqué par Jair Bolsonaro. Dans son bureau de vote de Sao Paulo, l'ancien syndicaliste et président Lula a dit vouloir un retour à la normalité pour son pays. Aujourd'hui âgé de 76 ans, le chef du Parti des travailleurs a passé 580 jours en prison pour des soupçons de corruption. Revenu en force après 4 années d'une présidence marquée par une explosion de la pauvreté, cette figure de la gauche s'est à nouveau imposée. Le dernier grand sondage de l'Institut Datafolia lui donne 50% des voix contre 36% pour Bolsonaro. L'Indonésie en deuil après l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Au moins 125 personnes sont décédées samedi soir après un match de football à Malang, selon un dernier bilan revu à la baisse. Les précédents chiffres des autorités faisaient état de 174 personnes tuées. L'envahissement du terrain par des supporters, puis l'emploi de gaz lacrymogène par la police ont entraîné un mouvement de foule meurtrier. Je regrette profondément cette tragédie, a déclaré le président indonésien qui a demandé l'ouverture d'une enquête et la suspension de tous les matchs. J'espère, dit-il, que cette tragédie liée au football sera la dernière dans notre pays. Samedi soir, des supporters du Arema FC, mécontents de la défaite de leur équipe face à leur grand rival, ont pénétré sur la pelouse. La police a ensuite tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser, ce qui a entraîné des mouvements de panique fatals pour de nombreux spectateurs. Un enfant de 5 ans figure parmi les victimes. La tension restait vive ce dimanche à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, 2 jours après un putsch militaire qui a entraîné la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir en janvier dernier à l'issue d'un coup d'État. Ce renversement s'est accompagné d'actes de vandalisme qui ont visé des représentations diplomatiques et culturelles de la France. Dans une déclaration télévisée, les putschistes ont appelé dimanche les manifestants au calme, tout en assurant que l'ordre était rétabli. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait entacher les efforts consentis depuis la nuit du 30 septembre 2022, notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l'ambassade de la France. Samedi, les manifestants s'en étaient pris violemment à l'ambassade de France. Ils ont mis le feu à des barrières de protection, jeté des pierres à l'intérieur du bâtiment et arraché des barbelés pour tenter d'escalader le mur d'enceinte. L'Institut culturel français a également été vandalisé. Cette colère a été alimentée par des informations indiquant que le lieutenant-colonel Damiba avait obtenu la protection de la France, information que Paris a aussitôt démentie. L'hostilité envers l'ancienne puissance coloniale est en hausse au Burkina Faso, où de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer la fin de la présence militaire française au Sahel face aux recrudescences des attaques djihadistes dans le nord et l'est du pays. Les manifestants brandissaient ce week-end des drapeaux de la Russie, avec qui ils souhaitent un renforcement de la coopération militaire. On ne veut plus la France. On ne veut plus la France au Burkina Faso. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, crient ces soldats ukrainiens qui célèbrent la reconquête de la ville de Liman, un important nœud ferroviaire stratégique dans l'oblast de Donetsk, l'une des 4 régions récemment annexées par la Russie.
Le président Volodymyr Zelensky a assuré que d'autres drapeaux ukrainiens flotteraient bientôt à nouveau sur le Donbass. Depuis 12h30, Liman est complètement libéré. Je remercie nos troupes, nos militaires. Gloire à l'Ukraine. De son côté, l'armée russe a affirmé avoir détruit 7 dépôts d'artillerie et de missiles dans les régions de Kharkiv, Zaporijjia, Mykolaïv et Donetsk. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre basé à Washington, Moscou priorise désormais la défense des territoires occupés dans le sud-est de l'Ukraine. La récente annexion de 4 régions non reconnues par la communauté internationale a été jugée légale par la Cour constitutionnelle russe. Elle doit désormais être ratifiée par la Douma. Par ailleurs, le bilan d'un bombardement vendredi sur un convoi de véhicules civils dans la région de Zaporijjia a grimpé dimanche à 31 morts. Kiev a évoqué 3 missiles tirés par l'armée russe. Avant sa prière de l'Angélus place Saint-Pierre, le pape François a lancé dimanche un appel à la paix en Ukraine. Évoquant les récentes annexions des régions ukrainiennes par Moscou, le souverain pontife a déploré, je cite, de nouvelles actions contraires aux principes du droit international. Et pour la première fois depuis le début de l'invasion russe il y a 7 mois, le pape s'est adressé directement à Vladimir Poutine. Le cours de la guerre en Ukraine est devenu si grave, dévastateur et menaçant qu'il suscite une grande inquiétude. Mon appel s'adresse en premier lieu au président de la Fédération de Russie. Je l'implore d'arrêter également par amour pour son peuple cette spirale de violence et de mort. Le pape s'est tourné également vers Volodymyr Zelensky. J'adresse un appel tout aussi confiant au président de l'Ukraine pour qu'il soit ouvert aux propositions sérieuses de paix. Faites en sorte que les jeunes générations respirent l'air salutaire de la paix et non l'air pollué de la guerre, qui est une folie. Après 7 mois d'hostilité, utilisons tous les moyens diplomatiques, même ceux qui n'ont peut-être pas été utilisés jusqu'à présent, pour mettre fin à cette terrible tragédie. Depuis le 24 février, le Saint-Siège tente de maintenir un délicat équilibre diplomatique avec les deux pays. En Lettonie, le parti centriste pro-occidental du Premier ministre sortant Krišjānis Kariņš est arrivé en tête des élections législatives avec près de 19% des voix. Les résultats confirment en parallèle l'affaiblissement des partis soutenus par la minorité russophone. En votant pour la continuité, les électeurs du pays balte ont choisi de faire bloc face aux menaces russes. Ni moi, ni mon gouvernement, ni mon pays ne réagissent par la peur. Nous connaissons la Russie, nous connaissons la politique de la Russie depuis des années. Nous avons discuté et essayé de mettre en garde nos voisins pendant des années avant que la guerre ne commence. Donc il n'y a rien de nouveau pour nous. Nous continuerons à investir dans notre propre défense en tant qu'État membre de l'OTAN. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de l'OTAN pour faire en sorte que la Lettonie et les régions baltes restent aussi sûres à l'avenir qu'elles le sont aujourd'hui. L'offensive russe en Ukraine a renforcé les préoccupations de l'ex-République soviétique qui accueille sur son sol des troupes de l'OTAN. La majorité des Lettons approuve les priorités affichées par le gouvernement sortant, à savoir l'augmentation du budget de la défense, la solidarité avec l'Ukraine et l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Kalle Rovanperä s'est offert un beau cadeau au lendemain de son 22e anniversaire. Le Finlandais est devenu le plus jeune champion du monde des rallyes depuis la création du WRC il y a un demi-siècle. Il s'est assuré du titre ce dimanche en s'imposant en Nouvelle-Zélande devant le Français Sébastien Ogier, 8 fois sacré entre 2013 et 2021, et devant Ott Tänak, couronné en 2019. Après quelques week-ends compliqués pour lui, Kalle Rovanperä a réagi aux antipodes en signant sa 6e victoire de la saison au volant de sa Toyota. Oui, c'était un petit poids. Après quelques rallyes difficiles, le plus grand merci va à l'équipe, bien sûr. Ils ont fait une fusée cette année, une voiture fiable et rapide. Et même après les rallyes difficiles, ils ont toujours cru en nous donnant le meilleur soutien possible. Au classement, Kalle Rovanperä ne peut plus être rejoint d'ici la fin de la saison puisqu'il compte 64 points d'avance sur Ott Tänak. C'est donc sans la moindre pression qu'il disputera les 2 derniers rallyes prévus en Espagne et au Japon.